On va débattre de cette proposition du Premier ministre avec vous, Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Seine-Saint-Denis, de la France Insoumise. Vous êtes par ailleurs président de la Commission des Finances. Philippe Vigier, député Les Démocrates d'Eure-et-Loir. Éric Coquerel, je le rappelle, vous êtes président de la Commission des Finances. Alors peut-être au premier rang des personnes concernées par ce budget, cette proposition de François Bayrou, comment vous la voyez? Quelle est votre réaction? Bon, elle n'est pas crédible, voilà, tout simplement. Je pense qu'il le sait lui-même, d'ailleurs. D'abord, première réaction qui me pose un vrai problème. Je l'ai dit ce matin en conférence des présidents au ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous savez qu'il y a 2 semaines, on a eu une réunion du comité d'alerte. Qui en gros, l'idée, c'est de dire on va faire différemment des autres années, on va travailler de plus en symbiose avec l'Assemblée nationale, les syndicats, tout ça, sur la question du budget. Bien. On a eu un certain nombre d'annonces, par exemple sur le calendrier, y compris de nous dire que on aurait le cadre du budget mi-juillet, ce qui est la loi par ailleurs, donc on réinvente un peu la loi. Et à aucun moment, on nous a sorti cette histoire de référendum. Bon, donc je trouve que c'est un peu curieux de dire on va faire les choses autrement pour commencer, et puis d'apprendre dans le JDD cette idée, j'y reviendrai après, que je trouve saugrenue. Justement, Philippe Vigier, sur cette méthode, c'est vrai que le gouvernement dit on va travailler plus avec les parlementaires, les alerter, commencer à parler du budget très tôt, et puis annonce un peu surprise dans les colonnes du journal du dimanche, un référendum, une consultation sur cette question. Mais l'un n'est pas opposé à l'autre. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Moi qui ai eu la chance de siéger à la Commission des Finances pendant 13 ans. Donc lorsqu'on reçoit les lettres de cadrage et lorsqu'on a les premiers éléments budgétaires, il le sait comme moi. Avant, c'était quoi, au mois de septembre les présidents informaient avant, mais les membres... En mi-juillet, toujours. Oui, mais les membres des commissions, le président et le rapporteur général, mais les membres des commissions, on se réunissait pas après le 20 juillet, donc on n'avait pas les éléments d'appréciation. Moi, j'ai vécu les budgets comme ça et j'étais dans la majorité, il peut pas me dire le contraire, il le sait très bien. La chose différente, c'est quoi? C'est que ce travail, il va se faire avec les parlementaires dès maintenant. Il y a une revue de dépenses qui a été demandée à chacun des ministères, d'évaluation de ce qui fonctionnait pas. Notre groupe parlementaire, on a travaillé. J'imagine que les Insoumis et le président de la Commission des Finances est très impliqué là-dedans. Et en plus, il y a cette idée de référendum. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est une mauvaise idée que de donner la parole au peuple? Souvent, vous faites référence de la parole qu'on donne au peuple. Vous voyez, je suis très à l'aise pour dire à Éric Coquerel que son rapporteur général du budget des finances, c'est Charles de Courson. C'est avec lui que j'avais signé en 2007 un amendement demandant la règle d'or budgétaire pour l'État, c'est-à-dire équilibre entre dépenses et recettes, comme ça l'est pour les communes, comme c'est le cas en Allemagne d'ailleurs. Alors sur cette question de l'appel au peuple, c'est vrai qu'à gauche, ou les Insoumis, on dit c'est important de consulter le peuple. Le référendum, finalement, donner la parole au peuple. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est important? Vous comprenez bien une chose, un texte budgétaire, d'accord, ça ne peut pas se résumer par oui ou par non, par essence. Parce qu'un référendum, c'est une question. Voilà, c'est un texte qu'on doit pouvoir amender, débattre, voter à la fin pour le texte qui sera issu, qui a plusieurs dispositifs fiscaux, etc. Donc, ça ne correspond en rien à un référendum populaire où la question en général c'est oui ou non. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on veut parler de démocratie, commençons par faire en sorte que l'Assemblée puisse revoter le budget. Parce que le petit problème que nous avons, c'est que j'ai vu que dans cette interview du JDD, le Premier ministre dit en même temps, en gros, les partis se sont discrédités, il faut appeler au peuple. Enfin, le problème, c'est que depuis 3 ans, on ne peut plus voter le budget. Donc, par exemple, je vous fais une proposition. S'il veut vraiment parler de démocratie, s'il veut vraiment qu'il y ait une application plus grande, qu'il n'utilise pas le 49.3, voilà, que par exemple, il s'engage à pas utiliser le 49.3, que par exemple, il s'engage au cours de l'année, au lieu de faire en sorte que le budget soit revu par décret, là je parle du budget 2025, on est un projet de loi de finances, on est un projet de loi de finances rectificative qui permette de savoir si on pense qu'il faut moins de dépenses ou plus de recettes, des choses comme ça. Voilà, je trouve que c'est un peu facile de contourner sans arrêt le Parlement. C'est pas le seul, ça fait 3 ans que ça dure. Et puis de dire tout d'un coup, bon, le Parlement est pas là au rendez-vous, donc on va directement s'adresser au peuple. Bon, tout ça est un peu démagogique. Sur ce terme, effectivement, qu'utilise Éric Coquerel, qu'on a beaucoup entendu, contourner. C'est un contournement du Parlement puisque c'est le législateur qui vote le budget. C'est même une des missions peut-être principales des députés. Là, on dirait quoi? On dirait non, finalement, c'est le peuple qui peut décider, les Français vont décider. Et ensuite, les députés, ils font quoi? Ils doivent écouter, mettre en œuvre ce qu'a proposé la population? Les Français, dans le référendum, ils ne vont pas voter pour la politique culturelle, la politique sociale, la politique économique. C'est les grandes lignes qu'il faut dessiner. Je reviens sur cette... D'ailleurs, j'aimerais bien entendre Éric Coquerel, cette notion d'équilibre budgétaire. On va y revenir sur le fond, mais sur cette question du référendum. Vous savez très bien que c'est la règle d'or pour les communes. Ça s'appelle la règle d'or. Donc simplement, le Parlement, lui, ne sera pas dessaisi. Tant s'en faut. Mais
honnêtement, on va dire les choses très simplement, de trouver un budget, Éric Coquerel, je vous dis avec beaucoup de respect, sur lesquels on arrive à s'entendre tous, ça sera très compliqué quand on voit les revues sur les niches fiscales. On voit bien ce qui sort, entre ceux qui veulent supprimer toutes les niches fiscales, d'autres qui souhaitent en approfondir d'autres. Qu'est-ce qu'on fait demain pour le travail demain et qu'est-ce qui se passera en termes de dépenses de sécurité sociale? Parce que les deux budgets sont intimement liés, que ce soit le budget général de l'État ou que ce soit le budget de la Sécu, d'ailleurs, qui est à 690 milliards. Donc ça veut dire on est sur des enjeux considérables sur lesquels il faut avancer. Donc c'est pas idiot, pardonnez-moi ce mot très simple, qu'à un moment le peuple il sache que c'est compliqué. 3400 milliards d'euros de dette et on veut plus d'argent pour l'université, plus d'argent pour l'école. Comment fait-on? Que veut François Bayrou, c'est prendre à témoin les Français. Il l'a fait lors de sa conférence de presse sur les finances publiques. Il veut que chaque Français se rende bien compte que la situation elle est très compliquée. Oui, mais les Français ils savent, ils voient la situation, ils voient les licenciements en train de s'additionner, Alstom des licenciements, le chômage qui remonte, une désindustrialisation qui est en train d'arriver. Les Français ils se rendent très bien compte de la situation. Mais vous vous rendez bien compte que la question là qui nous est posée, c'est pas le fait que l'Assemblée soit capable ou pas. Le problème de fond qu'a François Bayrou, c'est qu'il a un gouvernement minoritaire. Et c'est qu'il sait donc qu'il n'a pas de majorité pour faire adopter son budget. Et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit enfin, on a un président de la République qui admet que la majorité, ça devrait correspondre au suffrage universel. C'est pas ce qu'il a fait en juillet dernier. Donc peut-être qu'à un moment donné, la question de la dissolution va revenir pour qu'on ait l'expression populaire. Voilà, je pense que c'est une... Ou alors la deuxième solution, c'est justement de laisser travailler l'Assemblée nationale. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que quand nous avons discuté du budget, que nous avons réussi à travailler sur les amendements du budget, on a changé le budget de manière importante. Bon, donc on a montré quelque part qu'il pouvait sortir quelque chose de cette Assemblée. Simplement, ça ne correspond pas à la vision de M. Bayrou, c'était M. Barnier à l'époque, ou de M. Macron, et donc on veut toujours imposer une politique qui n'est pas majoritaire. Ce que dit Éric Coquerel, de fond, il est là, en fait. C'est qu'il peut y avoir une majorité sur certains points, mais une majorité qui déplairait à François Bayrou. C'est vrai que sur la question, par exemple, de nouveaux impôts, de contributions exceptionnelles, il y a parfois une majorité, parfois même avec des députés du Modem qui votent avec les Insoumis. Je suis très à l'aise. Les fameuses Koum-Koum, ils connaissent ça parfaitement quand ils étaient taxés. Je crois que les démocrates avec Jean-Paul Mattei, on n'y est pas pour rien. Sur la taxe sur les très hauts revenus, on n'y est pas pour rien. Mais sauf que là, c'est non, dit François Bayrou. C'est pas d'augmentation d'impôts. Sur lesquels nous sommes en désaccord avec Éric Coquerel. Après, bon, évidemment, il fait un peu de politique, c'est normal. Il dit le chômage augmente. Mais enfin, moi, je me souviens à combien il était il y a 7 ou 8 ans. C'est vrai qu'il y a des activités économiques qui sont en souffrance. Moi, j'aurais mauvaise grâce de vous dire le contraire. Mais par exemple, sur l'annulation du chômage, est-ce que oui ou non les choses peuvent bouger ou pas bouger? Là, on aura une différence. Et moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit bouger. Et quand je vois, par exemple, les interruptions de travail qui se traduisent par les indemnités journalières qui sont en explosion, il ne pourra pas dire le contraire. Il faut qu'on s'interroge collectivement. Et là, on ne peut pas dire ça y est, vous allez faire de la casse sociale. Je voudrais simplement, la difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il y a trois blocs, pour dire un peu les choses très, très rapidement. C'est qu'il n'y a pas d'accord de fond qui nous permettrait d'aboutir sur un budget qui protégerait ces équilibres. Les équilibres, c'est pas pour faire plaisir à Bayrou ou à je ne sais qui, c'est pour protéger ce pays de son avenir. Parce qu'à 3400 milliards d'euros de dette, nous sommes très fragiles. On a des précisions, alors même si ça reste encore vraiment à affiner, mais effectivement, il ne s'agit pas de proposer un budget, mais peut-être un texte avec des grandes orientations, notamment sur les questions de déficit. Si on n'est pas dans quelque chose de trop précis, trop détaillé, est-ce que c'est vrai que poser la question aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut qu'on arrive aux 3% en 2029, qu'il faut qu'on passe par certaines étapes? Est-ce que ça peut être intéressant d'après vous? Oui, enfin, tout ça, excusez-moi, mais tout ça n'a pas de sens parce que c'est pas un débat qui peut se résumer. Par exemple, il y a un débat avec aujourd'hui le bloc gouvernemental. Le bloc gouvernemental dit il faut atteindre 3% en 2029, il faut donc réduire les déficits l'an prochain et il faut donc réduire les dépenses publiques. Bon, il y a un autre débat, par exemple, qui fait jour, c'est que les déficits depuis 2017, il est dû à la baisse des recettes. Voilà, ça c'est documenté, prouvé. Donc il pourrait y avoir un autre débat, c'est comment on revient, par exemple, sur une partie des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches. Qui ont été faits pour une bonne raison, c'est qu'on a voulu attirer les capitaux. Ça, c'est une politique qui échoue. Et échoue à tout niveau. Ça, c'est un débat qui ne peut pas se résumer sur le fait de dire c'est tel déficit ou pas tel déficit. Par exemple, comme dit Éric Coquerel, tout le monde pourrait être d'accord pour dire tout le monde est d'accord pour 3% en 2029, mais le chemin pour y parvenir, il est complètement différent entre la gauche qui propose des hausses d'impôts, par exemple, et le gouvernement qui veut des baisses de dépenses. Ça, c'est pas un référendum qui va nous donner dans le détail comment faire pour arriver à cet objectif de déficit de 3% en 2029. C'est que depuis de longues années, depuis Raymond Barre, il n'y a plus de budget en équilibre.
Bayrou, la campagne présidentielle de 2007, vous vous en souvenez, sur la dette. C'était la dette. C'était le seul qui avait posé le sujet. C'est vrai. Parce que nul ne peut le contester. J'étais un équipier de l'époque, dont je m'en souviens très bien. Bon, ce qui d'ailleurs a suscité mon engagement pour la commission des finances ensuite. Ce sujet-là, il est gravissime. Donc, il ne s'agit pas de le résoudre en 1 année ou en 2 années, mais si on ne bouge pas les choses, si on ne fait pas des inflexions fortes, et il y a des endroits, enfin, il le sait très bien, Éric Coquerel, il y a des pistes sur lesquelles, en faisant des pas les uns vers les autres, on peut améliorer les choses. Nul ne peut dire le contraire. Regardez, il parlait tout à l'heure du chômage. C'est immédiatement lié au sujet de la compétitivité et des allégements de charges qui existent sur les salaires. On est à 90 milliards. Bon. On sait qu'il y a des améliorations qu'on pourrait porter, mais il ne s'agit pas non plus de les supprimer. Alors vous vous souvenez à quel point ce débat a été compliqué dans le précédent budget au sein même de votre bloc central. Là, il y a peut-être une médiane, il y a des rapports qui sont sortis, qui permettent de nous éclairer. Donc c'est ça, mais les Français doivent s'approprier ce sujet. Mais ils doivent parfaitement s'approprier. Par exemple, un mot, Éric Coquerel, et ensuite on ira voir ce qu'en pense le Rassemblement national. Encore une fois, là, c'est un débat politique fond. Par exemple, vous me dites, on pourrait s'entendre sur le fait de dire qu'il faut revenir à 3% en 2029. Moi, j'interroge ça. Non, mais quand bien même vous seriez d'accord sur l'objectif. Il y a 2 mois, je vous rappelle qu'il y a 2 mois, le gouvernement nous a dit l'essentiel, c'est l'économie de guerre. À l'époque, on entendait Éric Lombard dire dans ce cadre-là, les déficits, c'est peut-être pas ce qui est le plus urgent. Après, ça a été la guerre commerciale avec Trump. Et là, on nous a dit une chose. Et là, tout d'un coup, on revient, par exemple, à l'idée que l'essentiel, c'est de baisser les dépenses publiques pour atteindre 3%. Et au même moment, les Allemands mettent 500 milliards d'investissements dans leur industrie. Ça, c'est d'autres façons de peser le débat dans une politique de l'offre et de la compétitivité qui échoue à peu près partout dans le monde. Ça ne peut pas se résoudre dans une question oui ou non, dans un référendum. Philippe Vigier, idée saugrenue pour le Rassemblement national. Le Premier ministre voudrait s'acheter du temps en se projetant en septembre. Il espère sauver sa peau cet été. Le sujet, c'est pas de sauver sa peau. Ça a été dit, je pense, sur ce plateau cet après-midi. L'idée déjà, c'est de bien comprendre que la situation dans laquelle nous sommes, elle est économiquement intenable et politiquement très compliquée. Parce qu'il n'y a pas de majorité ici. Moi, j'ai connu des majorités où tout était décidé par le gouvernement et les députés étaient là uniquement pour entériner. Les années 2007-2012, mais 2012-2017, lorsqu'on a baissé les dotations aux collectivités de 13 milliards et demi, personne ne plus n'en parle. Ben, j'étais là. Et j'ai vu à quel point c'est la gauche qui a fait ça. Vous voyez, c'est comme quoi les mêmes qui nous défendent maintenant protéger nos collectivités. Donc, à ce moment où nous sommes, d'ailleurs, M. Ballard il nous demande sans arrêt d'ailleurs des référendums sur l'immigration, sur plein de sujets. Et puis là, c'est pas pour gagner du temps, c'est la méthode Bayrou de dire il faut que tout le monde comprenne que. Mais le Parlement, je rassure Éric Coquerel, aura toute sa place. Je fais pas partie de ces parlementaires, il le sait bien, il me connaît, qui ont envie d'abandonner au gouvernement toute disposition. Bah, j'en sais rien, parce qu'on ne vote pas depuis 3 ans. Donc, moi, j'attends de voir. Je sais que c'est comme le pudding. Faut le manger pour en avoir la preuve. Donc, j'attends de voir là-dessus. Moi, je crois pas. Je crois que le problème, c'est ce que vient de dire Philippe Vigier. On a un gouvernement qui n'a pas de majorité. Donc, dans ces cas-là, c'est difficile d'imposer une politique qui, en plus, est en train, j'allais dire, à peu près sur tous les niveaux en termes économiques et social, est en train, en gros, de se planter. Sauf qu'on voit bien comment ça se passe, Éric Coquerel. Pendant le budget, chacun des groupes avance ses lignes rouges, menace de censure. Les économies, c'est toujours bon pour les autres. C'est-à-dire que les entreprises ne veulent pas qu'on touche à leurs impôts, les retraités non plus. Donc c'est aussi très compliqué quand on est dans une situation politique difficile. Moi, je n'y peux rien si le président de la République a décidé de donner à une minorité le soin de gouverner le pays sur une politique qui a été battue. C'est ça le problème originel de toute cette affaire. Donc la question, c'est pas... Encore une fois, moi je le répète, il ne le fera pas. Ça lui avait été demandé qu'il ne fasse pas de 49.3. Et vous verrez que dans ces cas-là, il y a un texte qui sortira de l'Assemblée. Il faudra juste souffrir que le texte soit totalement différent de celui qui est rentré. Et si c'est pas le cas, je crois effectivement qu'il faut aller vers une dissolution de façon à ce qu'on ait à nouveau un débat politique dans ce pays et qu'on ait une majorité qui s'exprime. Mais là, on ne peut pas continuer à faire en sorte que coûte que coûte, on impose une politique qui n'est pas majoritaire dans le pays et qui est en plus néfaste d'un point de vue économique. Pas franchement convaincu vos partenaires, les troupes de Gabriel Attal. C'est normal, on ne sait pas encore quel est le cadre précis qui sera donné à ce référendum. Bon, attendez, il va discuter avec le président de la République, leurs conversations sont privées et secrètes et c'est normal. J'ai cru comprendre que le président laisse s'exprimer le 13 mai prochain, dans une grande émission. On a cru comprendre aussi qu'il n'était pas forcément friand de cette idée de référendum sur le budget. Je ne peux pas vous dire, on verra bien. Mais au-delà du référendum sur le budget, il peut y avoir aussi des axes majeurs politiques que l'on puisse décliner. Je me rappelle qu'au vœu, il avait expliqué qu'à un moment, l'outil référendaire, il l'utiliserait. C'est le général de Gaulle en la matière qu'il a utilisé. Je redis, j'insiste, c'est un outil de démocratie important. Moi, je n'ai pas oublié le message des Gilets jaunes.
on n'est pas entendu, vous faites ce que vous voulez, à Paris vous décidez tout et n'importe quoi. Il faut l'entendre aussi, je pense que le miroir et l'image que l'on renvoie, c'est aussi celle-là. Donc simplement, est-ce que oui ou non, d'abord la prise de conscience, elle est maintenant dans toutes les têtes. Est-ce que oui ou non on est capable de faire ces économies? Est-ce qu'on est capable de redresser ce pays? Est-ce qu'on est capable d'aller tuer les gaspillages, parce qu'il y a sur les agences, mais il n'y a pas que cela. Éric Coquerel, cette consultation, si elle a lieu un jour, de toute façon, elle n'empêchera pas le Parlement de discuter du budget. Cette consultation, elle peut l'empêcher de voter avec le 49.3, mais ce ne sera pas à cause du référendum. Voilà, elle est faite pour débattre, pour occuper le terrain. Je pense que François Bayrou a lancé ça peut-être aussi pour occulter d'autres choses. Elle n'aura pas lieu. Pour les raisons que j'ai dites, c'est que techniquement, c'est absolument impossible de réduire un budget à quelques questions. Et en plus de ça, à réduire la souveraineté du Parlement, parce que la souveraineté du Parlement, ça doit être y compris de pouvoir à un moment donné de dire on va atteindre tel pourcentage de déficit ou tel pourcentage parce qu'on pense qu'il faut investir pour l'avenir. Toute question qui ne peut pas se poser là-dessus. Donc il sait lui-même que ce référendum ne se fera pas. Et vu l'atmosphère que j'ai vue ce matin à la conférence des présidents, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu uniquement le groupe En Marche pour qui ça paraît un peu, disons, baroque. La droite aussi ? Je pense qu'en réalité, même le ministre Mignola, j'ai pas très bien dans ses explications. Je crois que j'ai pas très bien compris. Je me demande s'il a compris la proposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Philippe Vigier, vous qui nous traduisez peut-être le Bayrou dans le texte. Même Philippe Vigier sourit en réalité. Non, Philippe Vigier demande des précisions à son Premier ministre. Mais c'est vrai qu'en fait, très concrètement, on le sait, un référendum, c'est une question, on répond par oui, on répond par non. C'est quoi la question ? C'est 60 pages de documents sur la situation économique française, de la dette, etc. Et à la fin, est-ce que oui ou non vous êtes d'accord avec ce que propose le Premier ministre ? On voit mal, même concrètement, comment ça pourrait se passer. Il y a une piste, par exemple, je ne sais pas s'il la prendra. Alors dites-la nous. Il l'a dit, c'est la règle d'or budgétaire. Ce pays, l'État, qui impose tous les jours aux communes. Ça m'est arrivé quand j'étais maire pour 1 euro. Règle d'or, c'est-à-dire on ne dépense pas plus. En clair, ça veut dire que, comme vous faites dans votre budget familial. Alors certains sont à découvert. On a découvert, on paye les agios, tandis que là non. Est-ce que cette notion d'équilibre, c'est pas maintenant ? Mais ça fait 50 ans qu'on a tout abandonné. Mais on perd notre souveraineté. On se retrouve sur des sujets. Quand il s'agit d'accès aux soins, de l'hôpital, on est d'accord qu'il faut plus de moyens. L'université, les chercheurs, et Coquerel en parle souvent, c'est des sujets sur lesquels moi j'ai envie. Au moment où il y a l'innovation économique qui est vraiment à la croisée de tous les chemins, l'intelligence économique qui est... On n'aura pas la capacité à rebondir derrière. Donc plus que cette prise de conscience, on va voir le choix retenu par le président, mais il faut qu'à un moment, le peuple ait aussi conscience de cette dérive que nous vivons. Cette dérive, on ne pourra pas continuer. Ça serait leur mentir. Donc vaut mieux leur dire. Voilà. Si c'est une question sur est-ce que dans 20 ans vous êtes d'accord pour que l'État se fixe comme objectif que les dépenses ne soient pas plus importantes que les recettes, on est loin d'un détail d'un budget dicté par les oui, Français. Mais encore une fois, c'est une question qui ne veut rien dire. Là, je vous redis une chose, les Allemands viennent de décider 500 milliards d'investissements. Voilà, on a un problème aujourd'hui de concurrence internationale. On a un problème d'entreprises industrielles qui sont en train de fermer. Est-ce que par exemple au nom de la souveraineté industrielle et la souveraineté agricole, on pense qu'il est nécessaire que la France, qui peut encore le faire, parce que par exemple en ce moment le charge de la dette est inférieur à l'inflation. Est-ce que la France doit se fixer comme limite le fait d'avoir un budget en équilibre zéro pour aller vite, ou alors est-ce qu'au contraire elle doit investir? Vous voyez que ces questions, ils ne peuvent pas être posées par là. Ou alors je peux vous poser une autre question. Est-ce que la France doit toujours faire 60 milliards de cadeaux fiscaux qui aux 3/4 vont aux plus riches? Oui, non. Vous voyez bien que c'est des questions qui même pris dans le sens, parce que je pense que la réponse serait non de manière assez forte, vu l'attachement des Français à l'égalité fiscale, mais c'est pas des choses qui peuvent se poser par référendum. Allez, un dernier échange pour résumer ce qu'on a dit. Philippe Vigier, est-ce que si on est d'accord, allez, on imagine un référendum, les Français disent oui pour se fixer un certain nombre de déficits, est-ce qu'après la contrepartie, le Premier ministre est capable de dire je laisse les députés décider, pas de 49.3 comme le propose Éric Coquerel, et c'est à eux de trouver les voies et les moyens pour arriver à ces objectifs de déficit. Mais moi je suis contre aucun chemin. S'il y a un mandat qui est donné par le peuple en disant mais débrouillez-vous pour arriver à 5,2% et après si on arrive dans cette maison à se mettre d'accord, on fera notre boulot. Même si c'est des augmentations d'impôts alors que le président de la République n'en veut pas. Après, si vous voulez, si chacun arrive avec ses oukases, vous savez, moi je suis très à l'aise pour rappeler qu'entre 2007 et 2012, les impôts, je parle contre Éric Coquerel, connaît parfaitement les finances publiques, ont augmenté de 45 milliards. Les mêmes qui nous disent faut pas toucher les impôts, ils ont laissé augmenter les impôts quand ils avaient des responsabilités ministérielles. Je vais prendre un autre exemple sur les retraités.
Je vous rappelle que Xavier Bertrand était ministre et on avait décalé de 6 mois la revalorisation des retraites. Moi, j'ai tout vu de tout cela depuis de longues années. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi les valises lourdes à l'entrée et voir comment, collectivement, on est capable d'avancer. Je parie sur une forme d'intelligence collective. Faire un référendum pour légitimer un peu et après laisser les députés trouver un chemin. Non, vous y croyez à ce que propose Philippe Vigier? Non, je ne crois pas que sur la question du budget, on puisse faire un référendum qui fixe des limites, qui en plus... Je donnerai. Qu'est-ce qu'on fait l'année du Covid, par exemple? On décide que là, c'est une année exceptionnelle, donc on ne suit pas les règles constitutionnelles. Moi, ça me semble absolument impossible. Je pense que le budget doit pouvoir être discuté entièrement et que c'est une prérogative du Parlement. C'est d'ailleurs même pour ça que les parlements ont été créés au moment de la Révolution française. C'est sur la question du budget. Par contre, qu'on crée une situation où à nouveau l'Assemblée vote sur le budget. Moi, c'est ce que je demande. Et de toute façon, le président de la République, à votre avis, n'en voudra pas de cette question de référendum. On aura peut-être la réponse le 13. On va écouter le 13. Ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord. C'est un peu la concurrence des consultations entre le Premier ministre et le président de la République, Philippe Vigier. On sait qu'il y aura une consultation, un référendum.